Thévenot. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Nous allons évoquer les carburants, nous allons évoquer l'actualité parlementaire avec vous. Mais d'abord, l'élection présidentielle. Et ça y est, Gabriel Attal a lancé sa campagne. Vous en êtes une soutien fervente, j'allais dire. On va écouter l'ancien Premier ministre qui a donc annoncé sa candidature hier à Mur-de-Barrez, département de l'Aveyron. Qu'on a encore nos plus belles pages à écrire. Le meilleur, il est devant nous. Et j'ai ensuite une ambition. L'ambition de nous faire renouer avec une très grande promesse, qui est la promesse de l'élévation. Et puis je me suis forgé aussi une détermination à agir. Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Bon, Prisca Thévenot, est-ce que ça y est, Emmanuel Macron est candidat à un troisième mandat ? C'est trop facile. Gabriel Attal est effectivement officiellement aujourd'hui candidat pour l'élection présidentielle de 2027. C'est une candidature mûrement réfléchie, à titre personnel et politique. On parle souvent des années au gouvernement de Gabriel Attal, et c'est vrai, il faut en parler, parce que de là, il en a forgé aussi une expérience et une capacité à lutter contre l'immobilisme de tout un système qui est aujourd'hui aussi dénoncé par les Françaises et les Français. Mais si je vous pose la question, pardon, c'est parce que d'ores et déjà, certains opposants, notamment à gauche, disent, bah voilà, on a trouvé le nouvel Emmanuel Macron, il est candidat à la présidentielle, il a le droit de faire un troisième mandat. Ok, j'ai entendu, on a entendu. Est-ce qu'on peut passer maintenant au sujet de fond ? Une élection présidentielle, vous savez, c'est aussi un moment... C'est pas qu'un sujet de forme, pardonnez-moi. C'est pas qu'un sujet de forme. C'est pour ça que je vous dis au sujet de fond. Et alors, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle des enjeux économiques, des enjeux d'attractivité industrielle, des enjeux de santé publique, d'éducation nationale ? Est-ce qu'on parle de la justice, de la sécurité ? Allons-y franchement. Et là, on pourra décrypter point par point quel est notre projet pour la France et quelle est la continuité dans laquelle on s'inscrit, ou éventuellement certaines nuances. Avant d'en venir sur le fond, venons-en à la déclaration de candidature de Gabriel Attal. Ça s'est passé hier sur cette place d'un village de 700 habitants pour un élu qui a fait l'essentiel de sa carrière à Paris, qui a été élevé à Paris, qui a fait ses études à Paris. Est-ce que c'est pas un peu 100% comme ? Est-ce que, c'est marrant, s'il avait fait cette déclaration en Ile-de-France, on aurait dit encore en Ile-de-France. S'il ne la fait pas en Ile-de-France, on dit pourquoi pas en Ile-de-France. Mais est-ce qu'il peut être le candidat des campagnes ? Je vous le dis, il doit être le candidat de la France. Et la France, c'est quoi ? C'est cette capacité à regarder pleinement son histoire, ses villages millénaires, comme on l'a fait hier à Mur-de-Barrez, ses racines, ses traditions, mais aussi cette capacité à regarder la France de l'avenir. Et avec des projets, avec de l'audace. Et oui, le département de l'Aveyron symbolise ce que cette France-là est aujourd'hui et ce que Gabriel Attal veut porter pour l'année prochaine. Et donc, je le dis assez simplement, on pourrait dire, oui, c'est la première fois qu'il va dans un village ou en dehors de l'Île-de-France. C'est faux. Non, mais bien sûr, ça tout le monde sait que c'est faux pour le coup. Voilà. C'est pas ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un côté peut-être, pardonnez-moi l'expression, mais certains pourraient l'utiliser, un peu gros sabot en termes de communication. Est-ce qu'on reproche à Gabriel Attal d'avoir préparé son annonce de candidature ? Encore heureux qu'il l'ait préparée. On parle de quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose qui s'improvise entre deux micros ou entre deux interviews au coin d'une table. C'est quelque chose qui embarque un pays, qui embarque une voie politique et qui embarque toute une famille politique. Donc oui, on prend les choses au sérieux, on les travaille, on les prépare. Et cette candidature montre aussi notre capacité à considérer que l'année qui va être devant nous est une chose à prendre réellement au sérieux et avec une préparation nécessaire et essentiel. Sur cette ligne de départ, il y a un autre homme, candidat Horizon, Édouard Philippe. Il a été interrogé par nos confrères du Parisien avant cette déclaration de candidature sur ce sujet. Il dit « La campagne électorale n'est pas un concours de beauté. C'est un moment important où chacun dit ce qu'il croit bon pour la France. J'ai mon style, je suis sérieux, je ne vais pas monter sur la table pour faire le malin. » Est-ce que hier, Gabriel Attal est monté sur la table pour faire le malin ? Ça, c'est vous qui le dites ou c'est vous qui l'interprétez ? Sur les propos utilisés par... C'est peut-être Édouard Philippe qui le suggère. Peut-être. Vous savez, je vais vous le dire assez simplement. Édouard Philippe, Horizon, ce ne sont pas des ennemis ni des opposants politiques. Ils ont été des partenaires. Nous avons gouverné ensemble et nous continuons à travailler ensemble, notamment dans l'espoir d'éviter un second tour RN-LFI l'année prochaine. Donc pardonnez-moi, mais je ne rentrerai pas dans des petites phrases ou des querelles de chamaillerie sur des phrases interprétées ou surinterprétées. Est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin, vu que vous venez de le dire, qu'il n'y aura pas de petites phrases, pas d'entourage qui auront des mots assassins envers l'un ou envers l'autre durant tout le temps que durera cette
pré-campagne ou cette campagne? Écoutez, je vous le dis de façon assez simple. Il ne peut pas, il ne doit pas y en avoir. En revanche, est-ce qu'on peut débattre sur le fond? Oui. Est-ce que nous sommes Renaissance pour la retraite à 67 ans, comme le propose Édouard Philippe? Non. Vous croyez vraiment qu'il propose ça? Peut-être qu'il... j'en sais rien, en fait. En vrai, j'en sais rien. Les derniers propos qu'il a eus sur le système de retraite, c'était sur ça. Peut-être qu'il en est revenu. Je sais aujourd'hui, effectivement, depuis 2 ans, qu'il est candidat à l'élection présidentielle depuis 2027. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore le détail. Il est flou, en fait. Voilà, c'est ce que il n'a vous pas dites. encore. Mais ça viendra. Mais il n'a pas encore son détail. Donc, au-delà des petites phrases que je condamne et sur lesquelles je pense qu'on a autre chose à faire, sur le fond, oui, on aura le droit d'avoir des nuances et c'est encore heureux. Prisca Thévenot, sur le volet du programme, justement, il y a déjà des propositions qui sont mises sur la table par certaines personnalités politiques proches de Gabriel Attal, notamment Franck Riester, l'ancien ministre, qui se dit favorable à ce que le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, existe pendant cette campagne présidentielle. Est-ce que vraiment ça, c'est une priorité pour Gabriel Attal ? Alors, Franck Riester n'a pas dit que ça n'était une priorité. Il a été interrogé sur ce sujet. Ça pourrait l'être pour Gabriel Attal. Et il a dit que ça devait être un sujet qui pouvait être amené lors d'une campagne présidentielle. Comme tout autre sujet, pardonnez-moi. Maintenant, est-ce que c'est le sujet numéro 1 porté par Gabriel Attal? Le sujet numéro 1 porté par Gabriel Attal, et c'est pas nouveau, c'est le sujet de l'éducation. Parce que le sujet de l'éducation, c'est ce qui fait une nation et ce qui permet à une nation de le rester. D'ailleurs, hier, il a été interrogé à Mur-de-Barrez par des habitants sur le sujet de l'éducation nationale. Et ensuite, après sa déclaration, son premier déplacement officiel en tant que candidat fraîchement déclaré, ça a été dans une école, dans un collège, quelle serait échanger. Quelle serait, pardonnez-moi, sa première mesure sur l'éducation? Il en a déjà eu un certain nombre quand il était ministre de Ça, c'est l'Éducation du bilan, nationale. c'est pas de la, Oui, mais ça montre aussi une démarche et une capacité à tirer une ligne. C'est cette capacité à remettre aussi l'autorité au centre de l'éducation nationale, avec cette capacité à dire que l'autorité est incarnée par celles et ceux qui détiennent le savoir, à savoir les enseignants, les directeurs, les accompagnants, les encadrants, et puis avoir cette capacité à redire qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un choc des savoirs. Parce que oui, nous avons besoin d'être une nation forte, et pour cela, nous avons besoin de préparer nos jeunes aux filières scientifiques, aux filières d'avenir, pour pouvoir pleinement embraser des projets sur lesquels nous serons attendus. Pardonnez-moi, tout ça, pour l'instant, on entend cet axe programmatique qui n'est pas vraiment encore concret de ce que l'on en comprend. Ce qu'on a essayé qu'on a essayé de chercher avec Majid, ce sont aussi des propositions qui d'ores et déjà ont été mises sur la table. J'ai trouvé par exemple celle du patron des Jeunes en Marche, qui soutient là aussi Gabriel Attal. Il évoque l'interdiction de la chasse à courre, l'interdiction de la mise à mort dans les corridas. Est-ce que, pardon, là encore, on est vraiment sur, comme première proposition de campagne, sur des choses qui sont des priorités. Vous tirez le trait trop vite. Et ce que je vois, moi, c'est que depuis tout à l'heure, vous citez des personnalités ou des mouvements, par exemple, le mouvement de jeunesse de notre famille politique, qui font quoi? Qui font des propositions sur le fond. Mais quand on est candidat, aujourd'hui, mais tant mieux, justement. Et qu'on a des gens autour de moi, soi. J'ai plutôt envie de vous dire, regardez clairement on écoute leurs propositions. Et vous avez raison. Et c'est pour ça que je vous le dis et je finis ma phrase. Quelles sont les autres familles politiques aujourd'hui à parler, à générer des idées et à parler de fond? On entend des petites phrases, on entend des coups de griffe. Nous sommes les seuls à aller sur le fond. Maintenant, on va se le dire aussi assez simplement, le 30 mai prochain, donc samedi prochain, Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, pourra aussi partager un certain nombre de priorités qu'il va décliner précisément devant effectivement une salle faite d'adhérents, de militants, mais aussi de personnes qui viendront l'écouter pour la première fois, mais aussi devant les Français. Bien sûr que j'y serai. D'autres personnalités politiques de votre camp, de votre parti, n'y seront pas, notamment Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit « Je considère que la question aujourd'hui, ce n'est pas de se lancer chacun dans une aventure personnelle ». Elle a même parlé par le passé de club des machos. Est-ce qu'il est temps pour la France d'élire une femme à la tête du pays, comme le dit Je suis désolée. Je vais le dire de façon très claire, en fait. C'est compliqué d'entendre effectivement cette parole dite par Yaël Braun-Pivet, pour qui j'ai la plus grande affection et le plus grand respect, de club de machos. Si Yaël Braun-Pivet est aujourd'hui la première femme élue et réélue à l'Assemblée nationale, au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est précisément grâce à sa famille politique Renaissance. En 2022, quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nous avons permis de valider Elisabeth Borne à Matignon, Yaël Braun-Pivet au perchoir et Aurore Berger en présidente de groupe à l'Assemblée nationale. 3 femmes, 3 personnalités qui, honnêtement, n'auraient pas pu tenir à leur poste, au-delà de leurs compétences avérées et reconnues, sans le soutien de leur famille politique. Donc je trouve cette phrase un peu facile et pas vraiment à la hauteur
de la famille qu'on représente. Vous restez avec nous, Prisca Thévenot. On va se retrouver dans quelques secondes pour parler de l'actualité, notamment autour des carburants. C'est juste après l'info en 1 minute. Il est 9h moins le quart et voici Antoine Jeffin. 82 morts au moins cette nuit en Chine. D'après un média d'État, une explosion de gaz a touché une mine de charbon du nord-est. Près de 250 mineurs étaient sous terre au moment du drame. À Paris, 2 animateurs chargés du périscolaire dans 3 écoles mis en examen puis placés en détention provisoire hier soir, soupçonnés de gestes à caractère sexuel sur une vingtaine d'enfants. À Rouen, cette fois-ci, la mairie porte plainte contre 3 agents de la ville soupçonnés d'agression sexuelle sur des mineurs. Toute petite nuit pour les joueurs lensois, vainqueurs de la Coupe de France de football hier soir contre Nice 3-1. À 4h du matin, ils ont présenté le trophée aux milliers de supporters encore présents au stade Bollaert. Et à 15h, ils le montreront, ce trophée, à tous leurs fans. Défilé prévu dans les rues de Lens à bord d'un bus à Impérial. 35 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest, chaleur inhabituelle pour une fin mai. Plusieurs records de chaleur battus hier, plus de 29 degrés à Saint-Brieuc et Dinard, 32 en Vendée. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Majid Kiat. Prisca Thévenot, invité du 8h30, député Ensemble pour la République, proche de Gabriel Attal. On va présent à parler de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le portefeuille des Français et notamment sur le prix de l'essence. Il y a eu ces annonces de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avec près de 710 millions d'euros d'aide supplémentaire. Est-ce qu'on peut se permettre ces dépenses, Prisca Thévenot, alors que la situation budgétaire est compliquée et que les personnalités politiques le répètent depuis de nombreuses semaines ? C'est justement dans cet état d'esprit, dans ce contexte que vous décrivez, que le Premier ministre a fait le choix d'avoir des mesures ciblées et réévaluées mois après mois, puisqu'effectivement, cette crise aujourd'hui dure depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et la démarche, c'est une démarche de bon sens au regard du contexte financier, budgétaire qui est le nôtre, mais aussi des difficultés que rencontrent bon nombre de Français pour se déplacer au quotidien, pour aller travailler. Ça veut dire que Gabriel Attal, président, on y revient quand même, Bien sûr. il mènerait la même politique. Vous savez, c'est cette capacité à pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont. Aider les Français qui en ont besoin, les protéger tout en ayant une démarche ciblée, oui. Maintenant, il faut faire attention aux effets de seuil qu'on peut avoir et qui ont d'ailleurs été décriés par certains Français. Parce que vous savez que quand on déclare qu'il y aura des aides au-dessus d'un certain Vous parlez niveau... de ces aides autour de 1 600 euros, il faut avoir 1 600 euros plus ou moins. Voilà. Oui, et quand on est juste en dessous... c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est désagréable et c'est ça qui participe aussi à alimenter le discours de « c'est toujours pour les autres ». Et ça, il faut commencer aussi à l'entendre. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui... Comment on peut faire alors ? Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points, simplement dire que le gouvernement agit au regard des connaissances qu'il a de la situation. Il a cette capacité à pouvoir réadapter au mois par mois ces mesures et je trouve que c'est plutôt de bon augure. Dans nos reportages, dans les stations-service depuis plusieurs semaines même, certains Français expliquent qu'ils doivent rogner sur d'autres dépenses pour faire face à la hausse des prix du carburant. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français ? On ne peut pas faire plus ? Je ne suis pas là pour dire on ne peut pas faire plus. Vous imaginez ce que ça voudrait dire ? Simplement reparler d'une réalité. Vous l'avez dit en préambule, il y a un contexte budgétaire. Simplement dire... que le gouvernement va ouvrir ou appeler le gouvernement à ouvrir les vannes en disant faites des mesures généralisées le plus haut possible et le plus longtemps possible, c'est mentir aujourd'hui et pénaliser l'avenir. Vous le savez très bien qu'à un moment, il va falloir aussi voir comment on comble les dépenses générées. C'est la question que j'allais vous poser justement. 1,2 milliard d'euros pour l'instant dépensés. Ça, c'est juste pour les dépenses, pour les aides. Il y a aussi l'impact de la guerre. Autour de 6 milliards, dit Sébastien Lecornu. 8 à 10 milliards, dit le rapporteur général du budget, Philippe Juvin. Première question déjà, sur quoi faut-il agir ? Et deuxième question, est-ce qu'il serait bien normal que les députés ne soient pas consultés sur le sujet ? Mais écoutez, on ne parle pas d'une petite somme quand même. Vous avez raison, on ne parle pas d'une petite somme, mais on parle de mesures qui sont extrêmement nécessaires et essentielles au regard de ce que vous pouvez... Je parle des mesures d'économie en l'occurrence. Je sais. Et donc sur ça, moi je vais reprendre la démarche qui a été annoncée et officialisée par le ministre du Budget, David Amiel, qui le dit assez simplement. Il veut aujourd'hui
qu'on regarde pleinement et en transparence le fonctionnement et les dépenses faites ministère par ministère, ligne par ligne. Non pas que ça n'a jamais été fait, mais aussi sur le fonctionnement même des ministères. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour les députés que nous sommes, pour pouvoir apprécier ligne par ligne et pouvoir aussi participer au budget, pas simplement à sa mise en œuvre pendant les débats budgétaires en commission ou en séance, mais déjà dès la première écriture et la première mouture. Si on parle de 8 à 10 milliards, même ne serait-ce que 6 milliards, on ne peut pas parler que de budget de fonctionnement des ministères. On va forcément, dans sans doute une partie de la politique sociale, un certain nombre de politiques publiques, et donc clairement de l'argent qui ne sera pas donné aux Français. Enfin, c'est aussi simple que ça. Oui, il faut des mesures d'économie. Oui, il faut revoir les coûts de fonctionnement des ministères. Et oui, je veux dire, c'est du bon sens. Maintenant, à côté de cela, vous avez raison. Il faut aussi pouvoir mener des réformes structurelles. Et puis, revoir aussi les décisions qu'on a prises l'année dernière. Les réformes structurelles, on en avait proposé un certain nombre. Sur le sujet de l'assurance chômage, par exemple. C'est une réforme qui est sur le bureau de Matignon depuis maintenant plus de 2 ans. Une réforme que nous avions portée avec Gabriel Attal quand il était à Matignon. Ou alors, dire aussi quelque chose qu'on a quand même beaucoup dit et dénoncé lors du budget dernier. Maintenant, c'est fait, passons à autre chose. Mais c'est la suppression de la réforme de la retraite sans aucune contrepartie financière. Oui, ça a des impacts. Désolée de le rappeler, mais c'est aussi ça la réalité. Dans l'actualité, il y a aussi le travail parlementaire qui se poursuit à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer une partie de la loi de simplification économique. Parmi les mesures retoquées, et ça fait grand bruit, l'abrogation des ZFE, ce sont les zones à faible émission. Il y a eu de nombreuses réactions politiques, je le disais. Marine Le Pen, par exemple, qui dit que le Conseil constitutionnel contraint la démocratie. Est-ce que ce Conseil constitutionnel, Prisca Thévenot, a outrepassé son rôle selon vous ? C'est quand même assez cocasse. Marine Le Pen se dit patriote matin, midi et soir, se dit grande respectueuse du fonctionnement de notre démocratie, mais dès que ça ne l'arrange pas, soit à titre personnel, soit pour ses ambitions politiques, alors d'un coup, haro sur nos institutions. Le Conseil constitutionnel applique quelque chose qui est assez simple, c'est le respect de la Constitution. Il ne fait pas de politique, selon vous. Mais, je viens de le redire. Donc, à un moment, il faut pouvoir aussi respecter cela. Et donc, quand on l'avait déjà dit pendant les débats, d'ailleurs à ce moment-là, au moment du vote final, mais aussi au moment du vote des amendements. Attention à ne pas faire des amendements ou du vote d'articles qui finalement seront simplement marketing. Des cavaliers législatifs qui ne passent pas. Simplement, Gabriel Attal, président, les ZFE, elles restent en place ? On avait proposé un amendement assez simple, porté par d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher, qui est aujourd'hui députée, mais qui était une ancienne ministre en charge de ce sujet, de permettre la pleine liberté aux collectivités. De dire effectivement, il y a eu les ZFE qui ont été mises en place, certains veulent le rester, d'autres veulent pouvoir les aménager. Donnons aussi cette capacité d'agir et de faire aux collectivités. Une toute dernière question, Prisca Thévenot, le magazine Paris Match a publié hier une photo du député UDR Charles Aloncle aux côtés d'une de ses collaboratrice. Je rappelle, le député Charles Aloncle, c'est celui qui a fait le rapport sur l'audiovisuel public après la commission d'enquête. Aux côtés donc de sa collaboratrice, présentée comme sa compagne avant finalement de rétropédaler. Ce serait interdit, théoriquement, si ça devait être le cas, d'embaucher sa collaboratrice parlementaire. Yaël Braun-Pivet saisit le déontologue de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que vous vous dites, soyons prudents quand même, tout ça peut être un petit peu exagéré ? Non, justement, je pense qu'il y a beaucoup de si et de conditionnels qui ont été dits de façon très juste dans vos propos. Je vois qu'en général aussi, que ce soit l'extrême droite RN ou UDR, auquel appartient M. Aloncle, ou d'ailleurs la LFI, dès qu'il y a le moindre doute sur des situations, ils appellent soit des commissions d'enquête, soit à saisir le déontologue. Donc j'ai envie de vous dire que le déontologue soit saisi, qu'il fasse toute la lumière. S'il n'y a rien, il pourra dire lui-même circuler, il n'y a rien à voir. Merci à vous, Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et soutien, donc on l'a compris, de Gabriel Attal. Merci Majid Kiat. Merci Adrien. Et à demain, restez sur France Info.